Imaginez ceci, vous vous réveillez, déverrouillez votre téléphone et en quelques secondes, vous êtes plongé dans une mer de notifications, d'images et d'actualités. Nous vivons entourés de technologies avancées, connectés à tout et, paradoxalement, déconnectés de nous-mêmes. On nous dit que nous sommes à l'apogée de la civilisation humaine, que nous vivons à l'ère de l'information, de l'efficacité, du confort, que jamais auparavant nous n'avons eu autant d'accès, autant de liberté, autant de possibilités. Et pourtant, pourquoi tant d'entre nous ressentons-nous un sentiment chronique de vide ? Le philosophe Byung-Chul Han a écrit que nous vivons dans une société de performance où il n'y a plus de maîtres ou d'oppresseurs extérieurs, mais plutôt des individus qui s'exploitent au nom de la productivité. Et cette exploitation silencieuse génère un épuisement qui n'est pas seulement physique, mais existentiel. La promesse de la modernité était claire. Avec les progrès de la science, de la technologie et de l'économie, nous parviendrions à une vie pleine, sûre et pleine de sens. Mais la question qui résonne dans l'âme de beaucoup aujourd'hui est simple et dévastatrice. C'est tout ? Dans cette réflexion, nous marcherons parmi les ruines silencieuses de cette promesse brisée, analyserons le paradoxe de la modernité, comprendrons comment un monde aussi avancé peut produire un sentiment aussi profond de déconnexion et de vide, et trouverons peut-être sur ce chemin une chance de renouer avec ce qui compte vraiment. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que nous vivons à l'apogée de la civilisation. Le récit est répété dans les manuels scolaires, les discours officiels et les campagnes publicitaires. Vous avez le privilège d'être né à cette époque. Après tout, les souffrances d'il y a des siècles ont été réduites, les maladies ont été contrôlées, le monde est à portée de main. Mais qu'en est-il de l'inconfort que nous ressentons à l'intérieur ? Celui-ci n'aurait-il pas dû être guéri avec les autres ? La modernité nous a vendu une idée séduisante. Le progrès comme chemin naturel et inévitable vers le bonheur. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle application, chaque optimisation de la vie quotidienne serait un pas de plus vers l'épanouissement. Mais que faire lorsque la promesse d'accomplissement se traduit dans la pratique par un sentiment de fragmentation et de fatigue intérieure ? Nous vivons dans une culture qui idolâtre la nouveauté, le nouveau gadget, la nouvelle tendance, le nouvel objectif. Mais il y a une question qui est rarement posée. Nouveau pourquoi ? Le progrès en soi n'est pas un méchant, mais lorsqu'il devient un dogme incontesté, il nous rend aveugles à ses effets secondaires. Nous avons créé un monde de plus en plus rapide, plus efficace, plus pratique, mais aussi plus anxieux, plus solitaire, plus perdu. Le psychanalyste Erich Fromm a averti que les êtres humains modernes courent le risque de devenir des automates qui vivent selon les attentes des autres, sans jamais se demander ce qu'ils veulent vraiment. Nous sommes entourés de ressources, mais nous avons perdu le contact avec nos ressources intérieures, avec la boussole qui nous guide non pas sur ce que nous devrions faire, mais sur ce qui compte vraiment. La croyance selon laquelle l'histoire évolue linéairement vers le meilleur est, en fait, une construction idéologique. Ce que la modernité ne nous a pas dit, c'est que le progrès technique ne signifie pas nécessairement le progrès humain. La technologie peut nous emmener sur la Lune, mais elle ne nous apprend pas à gérer un cœur brisé. Internet peut nous connecter au monde entier, mais il ne nous apprend pas à écouter le silence d'un dimanche vide. La promesse de modernité a été échangée contre un rythme effréné. Au lieu de liberté, nous avons de l'hyperactivité. Au lieu de sens, nous avons des distractions constantes. Le sentiment que quelque chose d'essentiel a été perdu n'est pas un défaut de notre perception. C'est un symptôme de l'effondrement d'un idéal qui n'a jamais vraiment concerné l'être humain, mais le système. Il est peut-être temps de reformuler la question. Il ne s'agit pas de nier le progrès, mais de regarder dans les yeux cette promesse non tenue et de se demander à quel moment nous avons cessé de marcher vers l'intérieur et commencé à courir uniquement vers l'extérieur. Nous n'avons jamais été aussi connectés et nous ne nous sommes jamais sentis aussi seuls.
Nous vivons à une époque où nous pouvons parler à n'importe qui, à tout moment, depuis pratiquement n'importe où sur la planète. Les messages arrivent en quelques secondes. Les appels vidéo raccourcissent les distances. Les algorithmes nous tiennent au courant de la vie de chacun. Et pourtant, il y a un silence profond entre ces connexions. Un silence qui crie. La promesse était simple. La technologie nous rapprocherait. Cela faciliterait l'amour, l'amitié, l'appartenance. Mais ce qui s'est passé était autre chose. La connectivité est devenue superficielle, la communication instantanée est devenue un bruit constant et la présence a été remplacée par des notifications. Le philosophe Martin Buber nous a enseigné la différence entre la relation je-tu et je-ça. La première est une relation vivante, authentique, dans laquelle l'autre est vu dans sa globalité comme sujet. La seconde est utilitaire, fonctionnelle, dans laquelle l'autre devient un objet, un profil, une réponse rapide. La technologie nous a éloignés des relations je-tu et nous a plongés dans des relations je-ça, où tout est mesuré, évalué et jetable. Nous nous sommes habitués à communiquer par messages rapides, à réagir avec des émojis, à suivre la vie des autres à travers des publications éditées et calculées. Mais à quand remonte la dernière fois où vous avez regardé quelqu'un dans les yeux pendant plus de 30 secondes sans écran entre vous? L'abondance supposée de liens est devenue un champ de mine de comparaison. Nous voyons les sourires des autres, les voyages des autres, les réalisations des autres. Tout est édité, filtré, éclairé artificiellement. Et cette surexposition crée l'illusion que tout le monde vit mieux que vous. Cela ne génère pas seulement de l'envie, cela génère une déconnexion, cela vous fait vous sentir comme un étranger, même dans votre propre vie. Ce qui était censé unir s'est fragmenté. Ce qui devait être accueilli a été révélé. Ce qui était censé faciliter les choses est devenu étouffant. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que cette déconnexion est devenue normale. Les conversations profondes ont cédé la place à la visualisation. Les rencontres sont devenues des histoires. Les silences, qui étaient autrefois des espaces d'intimité, sont désormais remplis de manière compulsive par un défilement sans fin. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Il s'agit de regarder honnêtement ce qu'il nous a volé, ou plutôt ce que nous avons laissé perdre. Être connecté est très différent d'être en communion. Et peut-être que dans ce monde de réseaux numériques, le véritable acte révolutionnaire est de s'asseoir avec quelqu'un, sans se précipiter, sans distraction, et simplement d'écouter. La connaissance a toujours été considérée comme un chemin vers la liberté. Pendant des siècles, l'accès à l'information a été un privilège réservé à quelques-uns, et de nombreux combats ont été menés pour qu'il devienne un droit universel. Mais maintenant, nous vivons à l'autre extrême. Nous nageons dans les données, nous nous noyons dans les stimuli, et pourtant, il semble que nous en sachions de moins en moins sur ce qui compte vraiment. Internet promettait une nouvelle ère de sagesse collective. Mais au lieu de cela, il nous a livré une avalanche de contenus fragmentés, d'opinions superficielles et de distractions sans fin. L'information a cessé d'être un outil de réflexion et est devenue un produit de plus destiné à une consommation rapide. Un coup d'œil rapide sur le feed, une petite vidéo là, un titre accrocheur qui apparaît au milieu, et on passe à autre chose, sans digérer, sans intégrer. Nous vivons dans une société qui ne valorise pas l'être, mais le faire. Le repos est une culpabilité, la pause est une erreur, l'oisiveté est un péché. Tout est une question de performance. Être productif n'est pas seulement une attente, c'est devenu une identité. Et ceux qui ne produisent pas, qui ne cèdent pas, qui n'accélèrent pas, se sentent inutiles. Depuis l'enfance, nous sommes entraînés à courir. Que feras-tu quand tu seras grand? Ils demandent avant même que nous sachions qui nous sommes. La vie devient un marathon d'objectifs. École, examen d'entrée, carrière, réalisation, statut. Mais personne ne demande « Où vas-tu si vite ?»
La psychologue Marie-Louise von Franz, disciple de Jung, disait que l'une des plus grandes souffrances modernes est la perte de contact avec le rythme intérieur. Nous vivons au rythme de l'horloge extérieure, de la productivité extérieure, des exigences extérieures, mais nous ignorons le temps de l'âme, qui est cyclique, lent, plein de pauses nécessaires. Le travail, qui pourrait être l'expression de notre raison d'être, est devenu une prison invisible. Même en dehors des heures de bureau, nous restons connectés, disponibles et anxieux. Les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle ont disparu. Le téléphone portable, censé faciliter les choses, est devenu une chaîne qui nous lie au devoir constant de répondre, de résoudre, de livrer. Et cela s'accompagne d'un épuisement qui n'est pas seulement physique. C'est un épuisement ontologique, une fatigue d'être, se réveiller et être déjà fatigué, dormir et ne pas se reposer, vivre comme si nous échouions toujours, essayant toujours d'atteindre un idéal inaccessible, avec le sentiment de ne jamais être assez, peu importe ce que nous faisons. Le système nous a convaincus que la valeur d'une personne réside dans ce qu'elle accomplit. Mais personne ne peut être une machine tout le temps. Nous sommes humains. Nous avons besoin de vide, d'inactivité, de contemplation, non pas pour être plus productifs plus tard, mais parce que le repos est sacré. La grande tragédie du culte de la productivité est qu'il transforme la vie en une tâche. Et ceux qui vivent simplement en accomplissant des tâches oublient ce que c'est que d'exister simplement, ce que c'est que de s'asseoir sans se précipiter, de respirer sans culpabilité. Peut-être que le plus grand acte de rébellion aujourd'hui est de s'arrêter, de regarder autour de moi et de me demander « Ai-je été créé uniquement pour fonctionner ?» Le monde dans lequel nous vivons nous a silencieusement appris qu'être, c'est avoir, que la valeur de quelqu'un peut être mesurée par les marques qu'il porte, la voiture qu'il conduit, les expériences qu'il peut acheter et afficher. La consommation n'est plus seulement une nécessité ou un choix. Elle est devenue un moyen de construire son identité. Nous avons toujours été bombardés de messages nous disant que le bonheur n'est qu'un achat, que tout ce que nous devons faire est d'acquérir cela pour nous sentir bien, pour nous sentir complets, pour être enfin acceptés. Et quand on obtient ce qu'on veut, la satisfaction ne dure pas longtemps. Bientôt, un nouveau besoin, un nouvel objectif, un nouveau vide surgit. Ce n'est pas un accident, c'est voulu. Le système de consommation est alimenté par une logique perverse. Le bonheur promis ne peut jamais être complètement atteint, car si c'était le cas, le cycle prendrait fin. Nous sommes donc maintenus dans un état constant de désir, voulant des choses que nous ne voulons pas au fond pour combler un vide dont nous ne savons pas d'où il vient. Et le pire, c'est que nous consommons souvent, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous achetons pour être vus, pour nous sentir inclus, validés, appartenir. Les médias sociaux amplifient ce phénomène. Nous sommes devenus des vitrines ambulantes, où chaque image est une tentative de montrer que nous gagnons dans la vie. Mais que se passe-t-il quand personne ne regarde? Que reste-t-il lorsque nous éteignons l'écran et que nous sommes seuls dans le silence de la pièce? La réponse pour beaucoup est un malaise difficile à expliquer, un sentiment que, malgré tout ce qui a été accompli, il manque encore quelque chose d'essentiel. Le psychanalyste Carl Jung disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient comme destin. En d'autres termes, si nous ne comprenons pas ce qui nous motive réellement, nous serons poussés par des désirs qui ne sont même pas les nôtres. Et la consommation intervient exactement à ce moment-là. Il tente de faire taire le malaise intérieur avec des solutions extérieures. Mais il n'existe aucun objet capable de combler le vide d'une âme déconnectée d'elle-même. Le véritable problème n'est pas la consommation elle-même, mais la place qu'elle occupe. Faire du shopping est devenu synonyme de vie. Et dans cette confusion entre besoin et identité, nous oublions de nous demander « Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir avec tout cela ?» La réponse, presque toujours, ne tient pas dans un sac. Elle vit dans un endroit beaucoup plus profond et plus calme.
Il y a une profonde différence entre choisir d'être seul et se sentir seul, même entouré de gens. La première est la solitude fertile, celle qui nourrit, qui permet l'introspection, qui donne à l'âme l'espace de respirer. C'est la solitude créatrice des philosophes, des poètes, des chercheurs. C'est quand le silence devient un temple intérieur. Mais la solitude qui grandit dans la modernité est différente. C'est celui que nous ne choisissons pas. C'est ce qui nous envahit même lorsque nous sommes connectés à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. C'est le genre de solitude qui survient lorsque nous sommes entourés, mais que personne ne nous voit vraiment. Nous vivons à une époque où les relations ont perdu de leur profondeur. Nous parlons à beaucoup de gens, mais nous sommes rarement vraiment écoutés. Nous partageons des fragments de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, mais nous gardons l'essentiel sous silence. Le temps passé l'un pour l'autre a été remplacé par la hâte, le lien par la commodité. Ce n'est pas une noble solitude. C'est un isolement émotionnel déguisé en liberté. La société moderne a tellement exalté l'individualisme qu'elle a transformé l'autosuffisance en un idéal absolu. Tu n'as besoin de personne est devenu un mantra de force, mais aussi de séparation. Petit à petit, nous nous sommes éloignés non seulement des autres, mais aussi de notre propre besoin d'appartenance. La psychologie analytique nous rappelle que les êtres humains sont symboliques et relationnels. Nous sommes faits pour nous voir reflétés dans les yeux des autres, pour ne pas dépendre d'eux, mais pour reconnaître des parties de nous-mêmes qui n'apparaissent que dans la rencontre. Lorsque ce miroir se brise, quelque chose à l'intérieur est également perdu. Jung a dit que la solitude la plus profonde n'est pas l'absence de compagnie, mais l'incapacité de partager ce qui est essentiel en nous. Et c'est ça, la solitude moderne. Un cri inouï, une douleur sans nom, une présence devenue absence sans prévenir. C'est pourquoi il est si important de faire la distinction entre la solitude recherchée qui guérit et la solitude imposée qui rend malade. Le premier est un droit, le deuxième, un symptôme. Nous ne parlons pas d'être seuls pour grandir. Nous parlons d'être déconnectés, même entre plusieurs. Et cela, plus qu'un choix personnel, est une conséquence systémique d'un monde qui valorise la performance plus que l'écoute, l'image plus que l'affection, l'indépendance plus que l'interdépendance. Peut-être que le remède à cette solitude ne réside pas dans le fait d'être avec plus de gens, mais dans la reconstruction de la qualité de la rencontre humaine, une rencontre où l'on peut dire que l'on peut être soi et que je peux l'être aussi, ici, maintenant, sans précipitation, sans masque. Il y a un moment où tout devient silencieux, et ce qui reste est une question brute, inconfortable, presque insupportable. C'est tout? Cette question ne crie pas. Il n'apparaît pas les jours de forte affluence ou lors des flux bruyants. Elle apparaît aux premières heures du matin, lorsque le téléphone portable a déjà été mis de côté et que le corps est trop fatigué pour faire semblant. Elle apparaît dans le silence entre un but et un autre, un dimanche lent, dans un regard perdu dans le miroir. C'est le cri silencieux de l'âme. C'est quand nous réalisons que tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons montré, tout ce que nous avons essayé de prouver ne nous satisfait pas. C'est le moment où les certitudes se dissolvent, les rôles sociaux perdent leur sens et nous nous retrouvons face à un vide qui ne peut être ignoré. La modernité nous a appris à ne pas entendre ce cri. Chaque fois qu'il menace d'apparaître, il existe une solution toute prête. Distraction, divertissement, consommation, performance. Le système ne veut pas que vous vous arrêtiez, parce que lorsque vous vous arrêtez, vous commencez à voir. Et quand vous commencez à voir, vous commencez à vous interroger. Jung a appelé ce processus la nuit noire de l'âme, une rupture des structures externes qui soutenaient l'ego, laissant la place à l'émergence de quelque chose de plus profond. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi nécessaire. Car ce qui en ressort n'est plus une identité fabriquée pour plaire au monde, c'est la vérité de l'être. Et quelle est cette vérité? C'est juste qu'aucun titre, aucune possession,
aucun nombre d'adeptes ne peut remplacer l'expérience d'être entier avec soi-même. Aucune validation extérieure ne sera suffisante pour quelqu'un qui a perdu le contact avec sa propre essence. Le cri de l'âme ne demande pas de réponse facile. Il demande de l'écoute, il demande du courage, il demande un retour à l'authentique. Et pour cela, il faut sortir du mode automatique, aller au-delà des attentes, au-delà des comparaisons, au-delà de ce qui devrait être. Il faut descendre, aller au fond, toucher ce qui a été oublié. Ce n'est qu'alors que quelque chose de nouveau peut naître. Parce que le vide que nous ressentons n'est pas une absence, c'est un appel. Un appel à vivre autrement, à exister avec présence, à aimer avec vérité, à nous reconnaître au-delà des masques. Et lorsque nous entendons ce cri, et ne l'ignorons pas, il se transforme de la douleur silencieuse en éveil, du désespoir en direction, de la perte en essence. Il faut du courage pour ralentir dans un monde qui récompense la hâte. Il faut de la force pour être gentil quand tout le monde est endurci. Il faut de la présence pour être vraiment avec quelqu'un et, avant cela, avec soi-même. Peut-être que la plus grande révolution que nous pouvons vivre aujourd'hui n'est pas technologique, mais spirituelle. Une reconnexion avec ce qui nous rend humains, avec simplicité, avec affection, avec présence, avec le présent. Le sens de la vie ne réside pas dans ce que vous cherchez à accomplir. C'est dans ce qui fleurit quand on arrête de courir. C'est dans l'espace qui s'ouvre lorsque nous cessons de regarder à l'extérieur et commençons à écouter à l'intérieur. Et vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter ce que votre âme essaie de dire au milieu de tant de bruit? Si ce message vous a touché, partagez-le dans les commentaires. Unissons nos voix pour faire du tumulte une source de réflexion et de l'isolement, un lieu authentique de partage.